Plus de 70 types d'avions. La Luftwaffe était plus importante que vous ne l'imaginez. Des chasseurs légendaires, des machines expérimentales audacieuses et même des hélicoptères. Voilà tout l'arsenal aérien du Troisième Reich. Commençons par les chasseurs et les intercepteurs, avec le Messerschmitt Bf-109. Ce chasseur mythique constituait l'épine dorsale de la guerre aérienne allemande. Il n'a cessé d'évoluer tout au long du conflit. Les pilotes l'ont piloté sur tous les grands fronts, de 1939 jusqu'en 1945. Vient ensuite le Focke-Wulf FW-190, surnommé l'oiseau bouché par les aviateurs alliés. Cet appareil de chasse était robuste et redoutablement efficace. Il fut sans doute le meilleur chasseur à moteur en étoile de toute la guerre. Il offrait une alternative de performance cruciale face aux appareils à refroidissement liquide comme les Messerschmitt. Le Focke-Wulf TA-152 représente le chef-d'œuvre tardif de Kurt Tank. Il fut spécifiquement conçu pour l'interception à haute altitude. Malgré sa vitesse impressionnante et sa silhouette élégante, seule une poignée d'exemplaires atteignit les unités opérationnelles avant la capitulation. Le Messerschmitt Bf-110 était le fameux Erste Reh, qui signifie « destructeur ». Redoutable lors des premières campagnes, il connut de graves difficultés pendant la bataille d'Angleterre. Par la suite, il excella dans son rôle de chasseur de nuit spécialisé. Le Messerschmitt Me 210 fut une conception véritablement problématique, destinée à remplacer le Bf-110. Il souffrait d'une instabilité aérodynamique sévère. La production fut interrompue et la cellule entièrement remaniée pour donner naissance au Me 410, bien plus réussi. Le Messerschmitt Me 410, baptisé Hornis ou Frelon, résolvait les problèmes de stabilité de son prédécesseur. Cette machine bimoteur servit efficacement comme plateforme de reconnaissance et chasseur lourd. Le Heinkel 51, un chasseur biplan plus ancien, participa à la guerre civile espagnole. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, il était presque exclusivement relégué au rôle de formation avancée. Le Messerschmitt Me 262, surnommé Schwalbe ou Hirondelle, fut le tout premier chasseur à réaction opérationnelle au monde. Sa vitesse le rendait pratiquement invulnérable face aux appareils alliés à moteur à piston. Il incarnait une véritable révolution dans l'aviation. Le Heinkel des 162 représentait le programme Volksjager, né du désespoir extrême. Cet appareil à réaction fut conçu pour être assemblé rapidement et à moindre coût, utilisant des matériaux non stratégiques. Il était fréquemment piloté par de jeunes aviateurs inexpérimentés. Venons-en maintenant au Messerschmitt Me 163, l'infâme Comet. Ce fut le seul chasseur propulsé par fusée à avoir été déployé opérationnellement. Sa vitesse était phénoménale, mais la manipulation du carburant extrêmement volatile s'avérait souvent plus périlleuse que le combat lui-même. Le Bachem BA-349, concept radical baptisé Naté ou Viper, représentait un intercepteur à fusée à décollage vertical. Il était destiné à une défense éclair, presque suicidaire, contre les formations de bombardiers. Passons au Heinkel 219, surnommé U ou Hibou. Ce fut sans doute le chasseur de nuit spécialisé le plus performant de toute la Luftwaffe. Il devint le premier appareil allemand équipé de sièges éjectables. Le Dornier-Do 335, l'extraordinaire Pfeil ou Flèche, était un chasseur lourd doté d'une configuration moteur unique en tandem. Incroyablement rapide, il détenait le record de l'avion à moteur à piston le plus véloce jamais construit par l'Allemagne. Poursuivons avec les bombardiers et les appareils d'attaque. Le Junker Ju-87, le tristement célèbre Stuka, bombardier en piqué dont la sirène Jericho terrorisait les populations durant les campagnes Blitzkrieg. Il se révéla extrêmement vulnérable en l'absence de supériorité aérienne. Le Junker Ju-88 constituait la version bombardier principale de l'appareil le plus polyvalent en service allemand. Rapide et adaptable, il fut employé pour le bombardement horizontal, le bombardement en piqué et l'attaque à la torpille. Le Junker Ju-188, désigné version Raché, représentait un développement intermédiaire basé sur le Ju-88. Il arborait un nouveau-né vitré et des moteurs de puissance supérieure. Le Junker Ju-86, bombardier d'une génération antérieure, connut un usage limité dans les années 1930 et au début de la Seconde Guerre mondiale. Il fut notamment adapté en appareil de reconnaissance spécialisé pour les très hautes altitudes. Le Dornier-Do 17, célèbre crayon volant, était un bombardier moyen qui misait sur sa vitesse pour survivre en début de guerre. Son fuselage étroit lui conférait une silhouette caractéristique. Le Dornier-Do 215 constituait une évolution du Dornier-Do 17. Initialement prévu pour l'exportation, il fut finalement intégré à la Luftwaffe pour accomplir des missions de reconnaissance cruciales. Voici maintenant le Dornier-Do 217, un bombardier imposant et puissant qui connut un usage intensif dans les rôles de bombardement,
de chasse nocturne et d'attaque anti-navire. Il était réputé pour sa robustesse et sa capacité d'emport considérable. Le Heinkel 111 demeure l'une des silhouettes emblématiques des débuts de l'aviation militaire allemande. Reconnaissable à son nez vitré caractéristique en forme de cerf, il servit fidèlement tout au long du conflit comme appareil de transport et lanceur de V1. Le Heinkel 177, le colossal greffe ou Griffon, était un bombardier lourd affligé de graves problèmes de fiabilité moteur et d'incendie notoire. Malgré ses difficultés, ce fut le seul véritable bombardier lourd à long rayon d'action allemand à entrer en service opérationnel. Vient ensuite l'Arado AR-234, baptisé Blitz ou Éclair. Ce fut le tout premier bombardier et appareil de reconnaissance propulsé par réacteur au monde. Sa vitesse était telle qu'il était pratiquement impossible à intercepter. Le Henschel HS-123, biplan de bombardement en piqué robuste, était considéré comme obsolète dès 1939. Pourtant, sa résistance extraordinaire et sa maniabilité exceptionnelle lui permirent de servir efficacement comme appareil d'appui rapproché jusqu'en 1944. Puis le Henschel HS-129, chasseur de chars spécialisé, surnommé l'ouvre-boîte. Cet appareil bimoteur lourdement blindé transportait souvent un canon massif de 30 ou 75 mm. Passons au Focke-Wulf FW-190F, version optimisée spécifiquement pour le rôle de Schlachtflieger ou attaque au sol. Lourdement cuirassé pour résister aux tirs anti-aériens, il pouvait emporter des charges de bombes substantielles. Le Focke-Wulf FW-190G constituait une variante de chasseur-bombardier à long rayon d'action. Délesté de certains armements lourds de chasse, il maximisait sa capacité en carburant pour des missions de pénétration profonde. Le Focke-Wulf FW-200, que Winston Churchill qualifiait de « fléau de l'Atlantique », était un bombardier de patrouille à longue portée qui traquait les convois alliés et guidait les U-boots vers leur cible. Le Heinkel 115, hydravion bimoteur d'une grande fiabilité. Il opérait intensivement dans les zones côtières, accomplissant des missions de mouillage de mines, d'attaque à la torpille et de reconnaissance à longue distance. Poursuivons avec les appareils de transport et utilitaires. Le Junker Ju-52, légendaire Tante-Ju ou Tante-Junker, était un transport trimoteur, véritable cheval de bataille infatigable de la Luftwaffe. Il se révéla indispensable sur tous les théâtres d'opération, de la Crète à Stalingrad. Le Junker Ju-290, puissant appareil de transport et de reconnaissance maritime quadrimoteur à très long rayon d'action, fut développé directement à partir du concept du bombardier Ju-90. Le Junker Ju-160, avion de passagers rapide monomoteur des années 1930, connut un service mineur en début de guerre, principalement pour les liaisons rapides et le transport d'état-major. Le Messerschmitt Me-323, l'immense gigant ou géant, était un transport hexamoteur capable de transporter des charges colossales, incluant des chars légers et plusieurs milliers de kilos de fournitures. Il demeurait extrêmement vulnérable aux attaques de chasseurs. L'Arado AR-232, baptisé Tozan Fussler ou Mille pattes, était un transport moderne doté d'un train d'atterrissage multiroues innovant. Cela lui permettait d'opérer depuis des pistes sommaires très accidentées. Le Junker Ju-90, vaste quadrimoteur de ligne civile converti au transport militaire, fut le précurseur du Ju-290 en patrouille maritime. Le Cybelle Si-204, transport léger populaire et avion d'entraînement multimoteur, fut largement employé pour les liaisons rapides à travers l'Europe occupée. Vient ensuite le Messerschmitt Bf-108, connu sous le nom de Téfin. Cet élégant monoplan à aile basse servait principalement aux communications et liaisons rapides. Il constitua la base de conception du chasseur Bf-109 ultérieur. Puis le Fiesole Fi-156, le célèbre Storch ou Cigogne. Cet appareil remarquable possédait des capacités de décollage et d'atterrissage ultra-courtes exceptionnelles. Il pouvait pratiquement effectuer du vol stationnaire et se poser presque n'importe où, ce qui le rendait inestimable pour les liaisons de commandement. Suivant, le Cybelle FH-104, appareil bimoteur moderne de communication et de liaison. Il servait généralement à transporter rapidement les officiers d'état-major de haut rang entre les quartiers généraux. Le Junker W-34, robuste transport utilitaire monomoteur couronné de succès, était principalement employé pour la formation et le transport de petites charges prioritaires. Ensuite, le Junker W-33, transport monomoteur influx de l'époque précédant la Seconde Guerre mondiale, servait surtout à former les pilotes qui piloteraient ultérieurement les transports Junker de plus grande taille. Le Heinkel 46, vieux biplan de reconnaissance à aile parasol, fut largement retiré du service dès 1940, mais effectua des missions initiales de reconnaissance durant la campagne de Pologne. Le Klemm KL-31 faisait partie d'une série d'appareils civils légers militarisés pour assurer des fonctions basiques de communication et de liaison pendant le conflit. Puis le Klemm KL-32,
version triplace légèrement agrandie de la famille Clem, qui connut un grand succès. Il était salué pour ses performances élevées pour un appareil léger en bois. Le Clem KL-36, avion de tourisme quadriplace conçu pour la course, remplit en service militaire des rôles de communication légère et de transport rapide. Poursuivons avec les appareils de reconnaissance et maritime. Le Focke-Wulf FW-189, exceptionnel appareil de reconnaissance baptisé « l'œil volant », arborait une conception à double poutre largement vitrée offrant à l'équipage un champ de vision exceptionnel pour l'observation du champ de bataille. Le Henschel HS-126, monoplan à aile haute initialement utilisé pour l'observation tactique et la reconnaissance à courte portée, fut progressivement remplacé par le Focke-Wulf FW-189. L'Arado AR-234B Recon constituait la version reconnaissance dédiée du bombardier à réaction. Sa vitesse phénoménale lui permettait de photographier les préparatifs alliés au-dessus de la Grande-Bretagne sans risque d'interception. Le Heinkel E-70, le Blitz ou Éclair, était célèbre pour sa rapidité en tant qu'avion postal civil rapide. En service militaire, il fut adapté pour la reconnaissance et la liaison. Voici maintenant le Dornier d'eau 17P, version spécifique du crayon volant optimisé pour la reconnaissance photographique à longue distance. Il était équipé de caméras spéciales et de réservoirs de carburant supplémentaires. Le Blohm & Voss BV-138, officieusement surnommé la chaussure volante en raison de sa forme singulière, était un hydravion trimoteur robuste, vital pour les patrouilles maritimes et la reconnaissance à longue distance au-dessus de l'Atlantique. Vient ensuite le Blohm & Voss BV-222, le colossal Viking ou Viking, l'un des plus imposants hydravions construits durant la Seconde Guerre mondiale. Il servit presque exclusivement comme appareil de transport maritime à long rayon d'action. Le Dornier d'eau 24, hydravion trimoteur d'une grande efficacité, était renommé pour ses remarquables qualités nautiques. Il fut principalement employé pour les opérations de recherche et de sauvetage. Ensuite, le Dornier d'eau 18, conception d'hydravion solide, fut l'un des premiers appareils déployés pour les patrouilles de reconnaissance au-dessus de la mer du Nord et de l'Atlantique au début du conflit. Voici maintenant le Dornier d'eau 26, élégant hydravion quadrimoteur doté d'un train de flottaison auxiliaire rétractable hautement perfectionné. Il fut utilisé avec parcimonie pour le transport et la reconnaissance à longue distance. Le Heinkel E-59, vaste biplan bimoteur à flotteur, servit initialement à la reconnaissance. Il acquit une notoriété sulfureuse lorsqu'il fut déguisé en appareil de sauvetage air-mer pour la collecte de renseignements. Le Heinkel E-60, vieux biplan hydravion employé pour la reconnaissance embarquée, lancé par catapulte depuis les navires, fut largement supplanté par l'Arado AR-196 supérieur. L'Arado AR-196 constituait l'hydravion standard lancé par catapulte à bord des grands bâtiments de guerre allemands. Extrêmement performant, il réussit à engager et détruire plusieurs sous-marins et patrouilleurs alliés. Le Heinkel E-114, hydravion à flotteur biplan obsolescent, servit brièvement comme appareil de reconnaissance côtière. Il fut rapidement retiré du service au profit de monoplans plus performants. Poursuivons avec les planeurs. Le DFS 230, planeur d'assaut célèbre pour le raid sur la forteresse belge d'Eben Emael, constituait une méthode de transport silencieux cruciale pour les forces aéroportées en début de guerre. Le Gotago 242, vaste planeur de transport de troupes et de fret à double poutre. Il fut massivement employé pour les missions de ravitaillement, particulièrement sur le front de l'Est, avant que les transports motorisés ne deviennent plus disponibles. Le Messerschmitt Me 321, le plus gigantesque planeur du conflit, fut conçu pour transporter du matériel lourd ou 200 soldats. Ses dimensions colossales nécessitaient l'usage de multiples avions remorqueurs, ce qui conduisit au développement du Heinkel et 111Z. Passons maintenant aux appareils d'entraînement. Le Bucher Bu 131, célèbre Jungmann ou jeune homme, était un biplan d'entraînement primaire exceptionnellement maniable qui contribua à établir les standards remarquables de la formation initiale des pilotes de la Luftwaffe. Le Bucher Bu 133, l'incroyable Jungmeister ou jeune maître, était un avion d'entraînement acrobatique avancé légendaire pour son agilité. Il affina les compétences des pilotes de chasse les plus doués de la Luftwaffe. Vient ensuite le Heinkel E-72, baptisé Cadette ou Cadet. Ce biplan fut l'un des entraîneurs primaires essentiels de la nouvelle force aérienne allemande durant les années 1930. Le Clem KL-35, entraîneur basique et avancé largement répandu dans les années 1930 et au début de la Seconde Guerre mondiale, offrait une maniabilité clémente, idéale pour les pilotes en formation. L'Arado AR-96, entraîneur monoplan avancé monomoteur, servait à familiariser les élèves pilotes avec les caractéristiques de pilotage des appareils opérationnels modernes. Le Focke-Wulf FW-44, connu sous le nom de Stieglitz ou Chardonneret, fut un entraîneur biplan primaire d'un succès et d'une popularité considérable.
De nombreux futurs rats de la Luftwaffe apprirent leur métier sur cet appareil. Voici maintenant le Focke-Wulf FW-56, baptisé STC. Ce monoplan monoplace à aile parasol servait principalement d'entraîneur de transition pour les pilotes passant aux avions de chasse. Ensuite, le Bucaer Bu-181, connu sous le nom de Bestman ou Meilleur Homme. Cet entraîneur à aile basse était destiné à enseigner aux pilotes les caractéristiques des chasseurs monoplans modernes. L'Arado AR-66, petit monoplan monoplace à aile parasol conçu à la fois comme entraîneur de chasse et potentiellement comme chasseur défensif d'urgence. Puis le Gotago 145, entraîneur biplan biplace robuste et basique. Comme de nombreux entraîneurs vieillissants, il servit en fin de guerre comme appareil d'attaque nocturne, larguant de petites bombes sur le front de l'Est. L'Arado AR-66, vénérable biplan d'entraînement, fut étonnamment utilisé malgré son âge comme bombardier léger de harcèlement sur le front de l'Est, harcelant les troupes terrestres soviétiques. Le Focke-Wulf FW-58, appareil bimoteur populaire, servit largement pour l'entraînement des équipages, le transport léger et les rôles d'ambulance aérienne. Sa polyvalence en faisait une machine utilitaire précieuse. Le Cybele C-202, léger appareil civil biplace réquisitionné pour la sélection initiale des candidats au vol et les rôles d'entraînement basiques pendant le conflit. Enfin, nous avons les hélicoptères et autogyres. Le Focke-Wulf FA-223, le Drache ou Dragon, était un hélicoptère de transport pionnier à double rotor. Il fut construit en petit nombre et démontra une capacité de levage impressionnante. Le Flettner FL-282, baptisé Colibri ou Colibri, constituait un hélicoptère de reconnaissance révolutionnaire utilisant le système de rotor synchronisé Flettner. Il fut déployé sur les navires de guerre pour l'observation. Le Focke-Wulf FA-330, conception hautement insolite, était un petit cerf-volant à voilure tournante pliable. Il était déployé par les U-boots pour fournir l'observation aérienne indispensable en surface, loin dans l'Atlantique.